Mes parents ont offert à ma sœur une BMW toute neuve avec un gros nœud rouge. Ils m'ont donné 2 $ comme si c'était une blague, alors je suis parti à 2 heures du matin et les ai bloqués pour de bon. Je m'appelle Charlotte, j'ai 27 ans. L'enfant du milieu oublié, coincé entre ma sœur, Amanda, l'enfant prodige, et mon petit frère, Ethan. Dans ma famille, la remise des diplômes signifiait des cadeaux extravagants reflétant l'approbation de nos parents. À la remise des diplômes de l'école de médecine d'Amanda, ils lui ont offert une BMW flambant neuve, avec un énorme nœud rouge. Puis, ils m'ont tendu un billet de 2 $ tout neuf en riant d'un air dédaigneux. Ce moment a cristallisé des années de traitement inégal et est devenu mon point de rupture. Avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille. Vos commentaires aident vraiment cette chaîne à se développer. J'ai grandi à Newton, Massachusetts, une banlieue aisée de Boston où le succès se mesurait aux universités que vos enfants fréquentaient et aux voitures de luxe dans votre allée. Notre maison coloniale de 5 chambres avec sa pelouse manucurée et sa piscine chauffée était le décor parfait pour la vie soigneusement organisée de mes parents. Mon père, Richard, est un chirurgien cardiovasculaire de renom à l'hôpital général du Massachusetts. Ses patients comptent l'élite de Boston et son emploi du temps a toujours été trop chargé pour les pièces de théâtre de l'école ou les expositions d'art qui n'appartenaient pas à ses enfants préférés. Ma mère, Diane, a été Miss Massachusetts 1989 avant d'épouser mon père et de se transformer en la parfaite épouse de chirurgien, présidente de comité de charité, habituée du country club et redoutable arriviste sociale. Puis il y a eu, oui, 3 enfants. Amanda, de 3 ans mon aînée, était le prodige académique. Elle a hérité de l'esprit analytique et de l'ambition de notre père, obtenant son diplôme de fin d'études secondaires comme major de sa promotion avant de fréquenter Harvard pour ses études de premier cycle, puis la faculté de médecine de Harvard. Chaque bulletin scolaire était digne d'être encadré. Chaque réussite scolaire célébrée avec un dîner dans les meilleurs restaurants de Boston. Ethan est arrivé 5 ans après moi, le bébé surprise, qui est rapidement devenu le favori de la famille. Athlétique, charmant et doté de l'aisance sociale de notre mère, il pouvait se sortir de n'importe quel problème par son charme. Ses trophées de football bordaient le bureau de notre père à côté des récompenses académiques d'Amanda, tandis que mes certificats de concours d'art étaient rangés dans un tiroir de ma chambre. Et puis il y avait moi, l'enfant artistique du milieu qui n'a jamais tout à fait correspondu au moule familial. Pendant qu'Amanda disséquait des grenouilles en biologie avancée, je les dessinais dans mon carnet. Pendant qu'Ethan marquait des buts gagnants, je concevais le logo de l'équipe. Ma créativité était traitée comme une phase excentrique que je finirais par dépasser plutôt qu'un véritable talent digne d'être encouragé. Le schéma de favoritisme a été établi très tôt et renforcé de manière constante tout au long de mon enfance. Quand Amanda a eu 16 ans, nos parents l'ont surprise avec une Audi flambant neuve. Toute la famille s'est rassemblée dans l'allée pour la grande révélation, avec un énorme nœud rouge sur le toit, le premier de nombreux nœuds de ce type dans l'histoire de notre famille. Pour mon 16e anniversaire cette même année, j'ai reçu une pile de livres d'art d'occasion que ma mère avait trouvés dans une boutique de charité. Elle n'avait même pas enlevé les autocollants de réduction. Ça semblait être quelque chose que tu aimerais, avait-elle dit d'un geste dédaigneux. Nous économisons pour les études d'Ethan, alors nous devons être pratiques. Noël racontait la même histoire année après année. Amanda recevait des vêtements de marque, des bijoux coûteux et les dernières technologies. Ethan recevait du matériel de sport, des consoles de jeux et finalement sa propre voiture à 16 ans. Un autre nœud, une autre célébration. Mes cadeaux étaient dépensés après coup, des fournitures d'art génériques, des cartes cadeaux de librairie ou des vêtements clairement en solde et rarement à mon goût. Charlotte n'est pas matérialiste comme vous deux, disait ma mère à mes frères et sœurs, présentant mes cadeaux moindres comme un reflet de mon caractère plutôt que de leur négligence. Les disparités allaient au-delà des objets matériels. Mes parents ont assisté à chacun des tournois de débat et des foires scientifiques d'Amanda, rayonnant de fierté alors qu'elle collectionnait les récompenses. Ils n'ont jamais manqué les matchs de football d'Ethan, mon père quittant souvent la chirurgie à ses résidents pour pouvoir encourager depuis la ligne de touche. Mais mes expositions d'art, j'ai appris à ne même plus les mentionner. Une autre exposition d'art, ma chérie? Tu sais que ton père a cette chirurgie importante ce jour-là, disait ma mère sans prendre la peine de vérifier son calendrier. Et j'ai la réunion du comité de bienfaisance de l'hôpital. Tu comprends, n'est-ce pas? Je comprenais trop bien. Mes activités n'étaient pas assez précieuses pour mériter leur présence. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de les inviter,
m'épargnant la déception inévitable de regarder les chaises vides que je leur avais réservées pendant que d'autres parents photographiaient fièrement les œuvres de leurs enfants. Malgré le message clair que mes intérêts créatifs étaient considérés comme futiles, j'y ai excellé. Mon professeur d'art au lycée, Madame Gonzalez, est devenue ma championne, m'encourageant à postuler au meilleur programme de design. Quand j'ai été accepté à la Rhode Island School of Design avec une bourse partielle, la réponse de mes parents a été pour le moins tiède. « N'aurais-tu pas pu postuler à une vraie université ?» a demandé mon père en fronçant les sourcils à la lettre d'acceptation. Il n'est pas trop tard pour envisager la médecine à l'université de Boston. Je connais quelqu'un au comité des admissions. RISD est l'une des meilleures écoles de design du pays, ai-je essayé d'expliquer. Leurs diplômés sont très recherchés. Par qui, a-t-il raillé. Les cafés qui cherchent des gens pour dessiner leurs menus sur des ardoises. Je suis allé à RISD quand même, payant mes études avec ma bourse, des prêts étudiants et des emplois à temps partiel. Pendant ce temps, l'éducation d'Amanda à Harvard était entièrement financée par nos parents, tout comme le diplôme en commerce d'Ethan au Boston College quelques années plus tard. Pendant mes études, je me suis jeté à corps perdu dans mes études, déterminé à prouver à mes parents qu'ils avaient tort sur le domaine que j'avais choisi. J'ai obtenu mon diplôme près du sommet de ma classe avec un BFA en design graphique et j'ai immédiatement décroché un poste dans une agence de publicité respectée à Boston. À 25 ans, j'avais été promu 2 fois et je dirigeais des projets de design pour de grandes marques nationales. À 22 ans, j'avais emménagé dans mon propre appartement à Somerville, un modeste T1 que j'ai décoré avec soin avec mon budget limité. Chaque meuble, chaque œuvre d'art sur le mur représentait mon indépendance, mon évasion de l'atmosphère étouffante de la maison de mes parents. Pourtant, malgré la distance, je désirais toujours leur approbation, je me présentais toujours aux dîners de famille et aux vacances, j'espérais toujours qu'un jour ils me verraient. Mon succès professionnel ne les a pas impressionnés. Quand j'ai mentionné avoir décroché un client majeur lors d'un dîner de famille, mon père a hoché la tête distraitement avant de se tourner vers Amanda pour discuter de sa résidence en médecine. Quand j'ai ramené à la maison un prix national de la publicité, ma mère l'a placé sur une table d'appoint tout en affichant fièrement le trophée de participation au football intramuros d'Ethan sur la cheminée. Le design graphique est à la mode en ce moment, disait ma mère à ses amis lorsqu'elle était forcée de mentionner ma carrière. Charlotte fait ce truc de dessin sur ordinateur maintenant. Amanda termine sa résidence en cardiologie, suivant les traces de Richard. Pendant des années, je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. J'avais ma propre vie, mes propres réalisations, mes propres amis qui me valorisaient. Mais au fond de moi, la petite fille qui voulait juste l'amour de ses parents était toujours là, espérant toujours, essayant toujours. Cette petite fille était sur le point d'apprendre une leçon douloureuse mais nécessaire. L'invitation à la remise des diplômes de l'école de médecine d'Amanda est arrivée en mars. Une carte épaisse de couleur crème avec des lettres en relief annonçant son doctorat avec toute la pompe que mes parents jugeaient appropriée. L'enveloppe contenait également une carte plus petite détaillant la célébration familiale exclusive qui suivrait chez mes parents. J'ai fixé l'invitation, passant mes doigts sur les lettres en relief du nom d'Amanda. Une autre étape, une autre célébration de l'enfant prodige. Une partie de moi voulait décliner l'invitation pour me protéger des comparaisons et des rejets inévitables. Mais une autre partie, cet enfant plein d'espoir cherchant toujours l'approbation, m'a fait répondre oui. La discussion de groupe familial a explosé de détails de planification. Dans les semaines précédant le grand jour, ma mère envoyait des mises à jour quotidiennes sur les traiteurs, les décorations, la liste des invités remplie de collègues de mon père et de membres du conseil d'administration de l'hôpital. C'est un jour si important pour notre famille, écrivait-elle. Amanda poursuivant la tradition médicale familiale rend ton père si fier. Quand j'ai suggéré d'ajouter un mur de photos présentant le parcours d'Amanda à travers l'école de médecine, mon message est resté sans réponse. Quand Ethan a proposé un cocktail spécial nommé d'après Amanda, ma mère a trouvé ça brillant et l'a immédiatement ajouté au plan de la fête. Malgré le fait d'être ignoré, je me suis jeté à corps perdu dans la recherche du cadeau de fin d'études parfait pour ma sœur. Notre relation avait toujours été compliquée. Amanda me plaignait et me méprisait à la fois, mais je voulais être la plus grande personne. Après mûre réflexion, j'ai commandé un pendentif caducé personnalisé chez un ami créateur de bijoux avec la date de remise des diplômes d'Amanda et un petit accent de diamant. Cela m'a coûté près d'un mois de loyer, mais je voulais lui offrir quelque chose de significatif. J'ai également passé des heures à chercher la tenue parfaite, optant finalement pour une robe bleu marine professionnelle mais flatteuse. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, je me suis fait faire les ongles,
Tout cela dans l'espoir que cette fois, d'une manière ou d'une autre, mes parents me remarqueraient en tant qu'adulte accompli plutôt qu'en tant que l'enfant du milieu décevante. L'ironie ne m'a pas échappé que je cherchais toujours la validation des deux personnes les moins susceptibles de la donner. Mon petit ami Ryan l'a souligné gentiment alors qu'il m'aidait à fermer la fermeture éclair de ma robe le matin de la remise des diplômes. Tu sais, a-t-il dit prudemment, nous pourrions sauter ça. Leur dire que tu as une intoxication alimentaire. Nous pourrions aller à cette installation artistique à Cambridge à la place. Ryan avait assisté à suffisamment de réunions de famille pour comprendre la dynamique. Il m'avait tenu dans ses bras après des remarques particulièrement blessantes de mon père, avait été témoin des compliments à double sens de ma mère, avait vu le contraste frappant dans la façon dont mes frères et sœurs étaient traités. Je ne peux pas manquer la remise des diplômes d'Amanda, ai-je soupiré. De plus, papa a mentionné que son ami de Jordan & Blake pourrait être là. L'agence de publicité où j'essaie d'obtenir un entretien. Ça pourrait être bon pour ma carrière. Ryan a semblé sceptique mais solidaire. Souviens-toi juste que tu y vas en tant que professionnel accompli à part entière, pas en tant que leur fille cherchant l'approbation. J'ai hoché la tête, bien que nous savions tous les deux que j'espérais exactement cela. Après tout, j'avais accompli tellement de choses depuis ma propre remise de diplôme 5 ans plus tôt. Ma récente promotion au poste de directrice principale du design à 27 ans était pratiquement inédite dans mon secteur. Il me verrait sûrement différemment maintenant. Ma propre remise de diplômes universitaires m'est revenue à l'esprit alors que nous nous dirigions vers la maison de mes parents. Contrairement aux célébrations élaborées pour la remise des diplômes de premier cycle d'Amanda ou à la fête déjà prévue pour la prochaine remise des diplômes d'Ethan du Boston College, ma remise des diplômes de la RISD a été accueillie avec un enthousiasme minimal. Mes parents avaient assisté à la cérémonie mais étaient partis immédiatement après, invoquant un gala de charité qu'ils ne pouvaient pas manquer. Il n'y a pas eu de fête, pas de dîner spécial, juste une carte générique, félicitations diplômés, avec un chèque de $50 à l'intérieur. Pas même assez pour couvrir la location de ma toge et de mon mortier. Nous ne connaissons tout simplement pas les traditions des écoles d'art, avait dit ma mère d'un ton dédaigneux quand j'avais mentionné me sentir blessé. Si tu étais allé dans une vraie université comme Amanda, nous aurions su quoi faire. Alors que Ryan et moi arrivions dans l'allée circulaire de mes parents, déjà bordée de voitures de luxe, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de repousser ces souvenirs. Aujourd'hui n'était pas à propos de moi. C'était le jour spécial d'Amanda, et je serais gracieuse et solidaire, peu importe comment j'étais traité. Prête, a demandé Ryan en me serrant la main. Aussi prête que je ne le serai jamais, ai-je répondu en forçant un sourire alors que nous nous dirigions vers la porte d'entrée, le cadeau soigneusement emballé de ma sœur à la main. La maison de mes parents était transformée en ce qui ressemblait à un musée de la faculté de médecine. Des bannières félicitant le docteur Amanda Mitchell pendaient du plafond, des centres de table présentaient des stéthoscopes miniatures et des symboles de caducée, et des photos agrandies d'Amanda dans sa blouse blanche décoraient les murs. La table de la salle à manger avait été rallongée pour accueillir 20 invités avec de la porcelaine fine, des verres en cristal et des arrangements floraux élaborés en cramoisi de Harvard. La cérémonie de remise des diplômes elle-même avait eu lieu ce matin-là, formelle, traditionnelle et heureusement brève. Nous avions regardé Amanda traverser la scène pour recevoir son diplôme de médecine, mes parents se tenant la main et essuyant des larmes de fierté. Maintenant, la vraie célébration commençait. Alors que Ryan et moi entrions, ma mère m'a fait la bise, à peine en contact. Charlotte, tu es là. Cette robe est intéressante. Un peu serrée au milieu, tu ne trouves pas? Quoi qu'il en soit, serre-toi des amuse-gueules. Avant que je puisse répondre, elle s'était déjà déplacée pour saluer ma tante et mon oncle, les embrassant chaleureusement. Mon père tenait la cour près du bar, entouré de ses collègues chirurgiens, discutant fièrement de la résidence d'Amanda à l'hôpital général du Massachusetts. Il a hoché la tête brièvement dans ma direction, mais n'a pas interrompu sa conversation pour me saluer. Un verre, a proposé clairement Ryan, essayant de me donner un moment pour me ressaisir. Certainement, ai-je répondu, lissant ma robe parfaitement ajustée avec gêne. Nous avons traversé le salon bondé, nous arrêtant de temps en temps pour discuter avec des parents qui demandaient inévitablement des nouvelles des réalisations d'Amanda plutôt que des miennes. La sœur de ma mère, tante Judy, était la seule qui semblait sincèrement intéressée par ma vie. J'ai vu cette publicité que tu as conçue pour l'hôpital pour enfants, a-t-elle dit en me serrant sincèrement dans ses bras. C'était magnifique, Charlotte. Tu es si talentueuse. Merci, tante Judy, ai-je dit, reconnaissante de la reconnaissance. C'était un projet pro bono,
mais il a remporté un prix régional de la publicité. Bien sûr qu'il l'a fait. Tu as toujours eu un œil incroyable. J'ai encore ce croquis que tu as fait de mon jardin encadré dans mon couloir. Notre conversation a été interrompue par une agitation à la porte d'entrée. Alors qu'Ethan arrivait avec sa petite amie, Megan, ma mère s'est précipitée, les embrassant tous les deux avec effusion. « Voilà mon garçon », s'est-elle exclamée. « Et Megan, tu es magnifique. Entrez. Entrez. » Tout le monde demandait de vos nouvelles. J'ai regardé ma mère les faire entrer au centre de la fête, présentant Megan à tout le monde comme faisant déjà pratiquement partie de la famille, bien qu'ils ne sortent ensemble que depuis 6 mois. Ryan m'a serré la main, ses yeux communiquant ce que nous pensions tous les deux. Le contraste dans nos accueils n'aurait pas pu être plus clair. Le dîner a été annoncé peu de temps après, et nous avons tous pris nos places assignées à la longue table. Je me suis retrouvé près de l'extrémité, assise entre le cousin de mon père et Ryan, tandis qu'Amanda, mes parents et Ethan occupaient les places centrales, directement en face du chef de service de mon père et de l'administrateur de l'hôpital. Le repas était extravagant. 5 plats de nourriture gastronomique accompagnés de vin cher. Alors que le plat principal de filet mignon était servi, j'ai tenté de me joindre à la conversation, mentionnant le nouveau client de mon agence dans le domaine de la santé. « C'est bien, ma chérie », a interrompu ma mère. « Amanda, raconte à tout le monde cette chirurgie fascinante que tu as observée le mois dernier. Celle avec la procédure expérimentale. » Amanda s'est lancée dans une description médicale détaillée alors que je me taisais, coupant mon steak et essayant de ne pas montrer ma peine. Ryan a posé sa main sur mon genou sous la table, un petit geste de soutien qui signifiait tout à ce moment-là. Lorsque le dessert a été servi, des soulets au chocolat individuels avec les initiales d'Amanda pochoirées en poussière d'or sur chaque assiette, mon père s'est levé pour porter un toast. Il a parlé pendant 10 minutes de la brillance d'Amanda, de son dévouement, de son destin de devenir encore plus renommé que lui-même. Il avait les larmes aux yeux en concluant. À ma fille, qui m'a rendu plus fier que je n'aurais jamais cru possible. Au docteur Amanda Mitchell. Tout le monde a levé son verre, moi y compris. J'étais sincèrement fier de ma sœur malgré notre relation compliquée. L'école de médecine était un exploit formidable et elle avait travaillé incroyablement dur. Et maintenant, a annoncé ma mère après que les applaudissements se soient calmés, il est temps de passer au cadeau. Amanda a été escortée jusqu'à une chaise spéciale décorée de serpentins et de ballons. Des parents lui ont présenté des sacs cadeaux et des enveloppes, de l'argent, des cartes cadeaux, des références médicales, des blouses de laboratoire monogrammées et des bijoux coûteux. À chaque cadeau, sa pile de trésors grandissait, et elle acceptait tout avec une grâce étudiée. Ma tante et mon oncle lui ont offert un week-end de luxe dans un spa pour se remettre de ses années d'études exténuantes. Les parents de mon père lui ont offert le collier de perles de ma grand-mère, un héritage familial dont on m'avait toujours dit qu'il serait partagé entre les petites filles. J'ai avalé difficilement et j'ai applaudi avec tout le monde. Une fois les cadeaux de la famille terminés, ma mère a fait un clin d'œil à mon père. « Nous avons gardé le meilleur pour la fin », a-t-elle dit avec une excitation théâtrale. « Richard, allons-y ». Mon père s'est levé, prenant la main d'Amanda. « Ma chérie, ta mère et moi ne pourrions pas être plus fiers de tes réalisations. Tu as dépassé toutes les attentes que nous avions pour toi, et nous voulions te donner quelque chose de spécial pour marquer cette occasion mémorable. » Il a conduit toute la fête à l'extérieur, dans l'allée circulaire où, garée bien en vue au centre, se trouvait une BMW série 5 flambant neuve avec un énorme nœud rouge sur le toit. Elle était blanche, la couleur préférée d'Amanda, avec un intérieur en cuir personnalisé et toutes les options de luxe disponibles. Les invités assemblés ont halté et applaudi alors qu'Amanda poussait un cri de joie, courant vers la voiture comme une enfant le matin de Noël. Mon père lui a tendu les clés avec panache, et elle a immédiatement ouvert la portière du conducteur et s'est assise derrière le volant, passant ses mains sur le tableau de bord avec admiration. Je n'arrive pas à y croire, n'arrêtait-elle pas de répéter alors que mes parents rayonnaient. Des flashs ont crépité alors que des parents immortalisaient le moment, ma mère posant à côté de la voiture avec son bras autour d'Amanda. Une fois l'excitation retombée, tout le monde est retourné à l'intérieur pour le café et d'autres célébrations. Je me suis approché d'Amanda avec mon cadeau soigneusement emballé. « Félicitations », ai-je dit sincèrement. « Tu as travaillé si dur pour ça. » Elle a ouvert mon cadeau et, pendant un instant, une véritable appréciation a traversé son visage. « C'est magnifique, Charlotte. » « Merci. »
Elle m'a serré rapidement dans ses bras avant d'être entraînée par ma mère pour montrer le pendentif à ma grand-mère. Alors que la fête continuait, je me suis retrouvé un peu à l'écart de la foule, observant la dynamique familiale se dérouler comme elle l'avait toujours fait. Ma mère circulait parmi les invités. Mon père discutait de la politique hospitalière avec ses collègues. Ethan charmait tout le monde avec des histoires de son stage en finance, et Amanda se prélassait dans l'adoration de toute l'assemblée. J'ai été tiré de mes observations par ma mère apparaissant soudainement à mes côtés. « Oh, Charlotte » a-t-elle dit en plongeant la main dans sa poche. « Ton père et moi avons failli oublier. Nous t'avons aussi acheté un petit quelque chose. » Elle a pressé quelque chose dans ma paume. Un billet de 2 $ tout neuf. « Peut-être que tu peux commencer à économiser pour ta propre voiture, » a ajouté mon père en se joignant à nous, riant comme s'il avait fait une blague incroyablement spirituelle. J'ai fixé le billet dans ma main. Son insignifiance par rapport à un véhicule de luxe était si absurde que c'en était presque comique. Autour de nous, des parents riaient de la blague de mon père. « Ne sois pas si sérieuse, Charlotte » a dit ma mère. « C'est juste pour rire. Tu sais à quel point les choses sont serrées avec le remboursement des études d'Amanda et les frais de scolarité d'Ethan. » J'ai forcé mes lèvres à sourire, bien que j'ai eu l'impression d'avoir été giflé. « Merci » ai-je réussi à dire. « Où est ton sens de l'humour » a demandé mon père en se détournant déjà. « Amanda, viens montrer au docteur Peterson ta nouvelle voiture. » La fête a continué autour de moi comme si de rien n'était. Mais j'avais l'impression de voir soudain tout sous un autre angle. Ryan avait été témoin de tout l'échange, et je pouvais voir la colère à peine contenue dans ses yeux. « Allons prendre l'air » a-t-il suggéré doucement en me conduisant sur la terrasse arrière. Dehors, dans l'air frais du soir, j'ai regardé le billet de 2 $ toujours serré dans ma main. Toutes les années de traitement inégal, d'être l'enfant du milieu oublié, d'essayer de gagner une approbation qui n'est jamais venue. Tout s'est cristallisé dans ce morceau de papier sans valeur donné comme une blague à mes dépens. Le pire n'était pas les maigres 2 $. C'était qu'il ne voyait même pas à quel point c'était blessant. Il pensait vraiment que je devais rire avec la blague familiale. La blague qui était ma place dans la famille. Et à ce moment-là, quelque chose en moi qui s'était plié pendant 27 ans a finalement cassé. Le trajet de retour de la maison de mes parents s'est fait en silence. Ryan me jetait des regards inquiets, mais il me connaissait assez bien pour me laisser de l'espace pour digérer. J'étais assise sur le siège passager, retournant le billet de 2 $ dans mes mains, ses bords devenant mous à force de mes agitations nerveuses. Quand nous sommes finalement arrivés à notre immeuble, Ryan a coupé le moteur mais n'a fait aucun mouvement pour sortir de la voiture. « Parle-moi » a-t-il dit doucement. Je n'ai pas trouvé les mots au début. Comment pourrais-je expliquer que ce n'était pas seulement aujourd'hui? C'était une vie de moments similaires, un schéma si constant qu'il ne pouvait être rejeté comme une insensibilité occasionnelle. Ils ne me verront jamais, ai-je finalement dit, ma voix étonnamment stable. Rien de ce que je fais ne sera jamais assez. Ryan a tendu la main pour prendre la mienne. Ils sont aveugles, Charlotte. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui n'était pas seulement irréfléchi. C'était cruel. Le truc, c'est que, ai-je continué, je réussis vraiment. Je suis la plus jeune directrice principale du design de l'histoire de mon entreprise. Mes campagnes ont remporté des prix. Je gagne bien ma vie en faisant ce que j'aime. Selon toute mesure objective, je m'en sors très bien. Tu es exceptionnel, a convenu Ryan. N'importe qui avec des yeux peut le voir. N'importe qui sauf mes propres parents. J'ai ri, mais c'est sorti plus comme un sanglot. Ils ont dépensé plus pour le nœud de la BMW d'Amanda que ce qu'ils ont dépensé pour moi depuis des années. Nous sommes finalement montés à notre appartement et j'ai enlevé mes talons, soudainement épuisé. Le bilan émotionnel de la journée m'avait vidé, mais mon esprit était trop actif pour dormir. Pendant que Ryan nous faisait du thé, je me suis assise sur notre canapé, fixant le billet de 2 $ sur notre table basse. Peut-être que je devrais l'encadrer, ai-je dit amèrement. Un rappel de ma place exacte dans la hiérarchie familiale. Tu mérites mieux, a dit Ryan en me tendant une tasse fumante. Tu as toujours mérité mieux. Ces mots ont ouvert quelque chose en moi, et soudain je pleurais. Des sanglots profonds qui secouaient mon corps et semblaient venir d'un endroit que j'avais gardé enfermé pendant des années. Ryan m'a tenu dans ses bras, n'essayant pas d'arrêter mes larmes, mais fournissant simplement un espace sûr pour qu'elles coulent. Quand je me suis finalement calmé, je me sentais étrangement lucide.
Je me suis levé et je suis allé dans notre chambre d'amis qui servait aussi de bureau. Sur la bibliothèque, j'ai sorti un album photo que ma mère m'avait donné il y a des années. Souvenirs de famille, embossé sur la couverture en or. J'ai commencé à le feuilleter, voyant le schéma avec des yeux neufs. Les photos des réalisations d'Amanda dominaient les premières pages. Ses trophées de concours d'orthographe, ses rubans de foire scientifique, sa remise de diplôme de fin d'études secondaires comme major de sa promotion. Puis sont venues les victoires sportives d'Ethan, les pièces de théâtre de l'école et les moments de fierté. J'apparaissais principalement dans des photos de groupe, souvent sur les bords, parfois partiellement coupées. Il n'y avait pas de photos dédiées à mes accomplissements, pas de photos de mes expositions d'art, de mes récompenses, de ma remise de diplômes universitaires, de mon premier emploi de designer professionnel. J'ai continué ma fouille archéologique dans l'histoire de la famille, sortant des boîtes de vieilles cartes et lettres. Les cartes d'anniversaire de mes parents à Amanda contenaient de longs messages affectueux sur à quel point elle était spéciale. Les miennes contenaient des sentiments génériques pré-imprimés avec juste leurs signatures ajoutées. Les cartes de Noël racontaient la même histoire. Des mises à jour détaillées sur les réalisations d'Amanda et d'Ethan envoyées aux parents avec mes accomplissements réduits à une brève mention, si inclus du tout. Mon téléphone contenait d'autres preuves. Des textos montrant que mes parents oubliaient des événements importants de ma vie tout en se souvenant de chaque détail des emplois du temps de mes frères et sœurs. Il y avait des dizaines de messages de ma part partageant de bonnes nouvelles qui recevaient une reconnaissance minimale à côté de réponses excitées à de simples mises à jour d'Amanda et d'Ethan. Vers minuit, j'ai trouvé mes vieux journaux d'enfance dans une boîte de rangement. En les feuilletant, j'ai lu des entrées de mon moi de 10 ans, déjà consciente d'être moins aimée. Maman a encore oublié mon concert d'orchestre, mais a conduit 3 heures pour voir le débat d'Amanda. Papa dit que je ne devrais pas être égoïste. J'ai eu un A+ sur mon projet d'art. J'ai montré à papa, mais il était occupé à lire les dissertations universitaires d'Amanda. Peut-être demain. Matin de Noël. Amanda a eu un ordinateur. Ethan a eu un vélo. J'ai eu des chaussettes et un journal. Maman dit que je devrais être reconnaissante. Le schéma était si constant, si indéniable lorsqu'on le voyait dans son ensemble. Il ne s'agissait pas de ma sensibilité ou d'une mauvaise interprétation d'incidents isolés. C'était une vie de dévalorisation systématique. À 2 heures du matin, quelque chose a changé en moi. La douleur était toujours là, mais elle était rejointe par quelque chose de nouveau, la résolution. J'ai soudain compris avec une clarté parfaite que rien de ce que je pourrais jamais faire ne changerait la perception de mes parents à mon égard. Aucune réalisation ne serait assez impressionnante, aucun succès assez significatif pour qu'ils me valorisent à égalité avec mes frères et sœurs. Et avec cette clarté est venue une décision. Je ne pouvais pas les changer, mais je pouvais choisir de ne plus participer à ma propre diminution. Je me suis senti étrangement calme en ouvrant mon ordinateur portable et en commençant à écrire une lettre. Non pas une tirade de colère, mais une expression claire et honnête de la façon dont leur traitement m'avait affecté tout au long de ma vie. Je ne m'attendais pas à ce que cela les change, mais j'avais besoin de l'articuler pour moi-même. En écrivant, j'ai trouvé une vieille boîte où je gardais des souvenirs de famille, des cartes d'anniversaire, le corsage séché d'un bal où mon père s'était en fait souvenu de prendre une photo de moi, le programme de ma remise de diplômes universitaires à laquelle mes parents avaient à peine assisté. J'ai ajouté ces objets à la boîte avec le billet de 2 $, que j'ai placé symboliquement sur le dessus. C'était comme ranger une partie de ma vie qui se terminait. Non pas avec rage, mais avec acceptation et la détermination de construire quelque chose de plus sain à l'avenir. Quand j'ai terminé la lettre vers 2h30 du matin, je ne l'ai pas envoyée immédiatement. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un simple texto à notre discussion de groupe familial. Le billet de 2 $ a clairement exprimé vos sentiments. Je mérite mieux. S'il vous plaît, ne me contactez pas, j'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai méthodiquement bloqué les numéros de mes parents, suivis de ceux d'Amanda et d'Ethan. J'ai désactivé temporairement mes comptes de médias sociaux pour éviter les « singes volants » et j'ai modifié les paramètres de mon email pour filtrer automatiquement leurs messages dans un dossier que je n'aurais pas à voir. En guise de dernière étape, j'ai envoyé un bref email factuel aux membres de la famille élargie dont j'étais proche, y compris tante Judy, expliquant que je prenais mes distances avec ma famille immédiate et leur demandant de respecter ma décision. Tout au long de ce processus, Ryan m'avait laissé de l'espace tout en restant une présence de soutien. Quand je suis finalement venu me coucher vers 3 heures du matin, il était réveillé et attendait. J'ai coupé les ponts avec eux, ai-je dit simplement. Je dois me protéger.
Il m'a serré contre lui. Je suis fier de toi. Cela a demandé un courage incroyable. J'ai peur, ai-je admis, et je suis triste et soulagé. Est-ce que c'est bizarre? Ce n'est pas bizarre du tout, m'a-t-il assuré. C'est du deuil. Tu pleures la famille que tu méritais mais que tu n'as jamais eue, a-t-il dit. Alors que je m'endormais enfin aux premières heures du matin, j'ai ressenti un étrange mélange de vide et de possibilités. Pendant 27 ans, j'avais essayé de gagner l'amour qui aurait dû être donné librement. Maintenant, je choisissais d'arrêter d'essayer, d'accepter que les limites de mes parents les concernaient, pas moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la sensation inhabituelle de n'avoir aucun lien familial pesant sur ma conscience. Mon téléphone, habituellement rempli de notifications de la discussion de groupe familial, était délicieusement silencieux grâce à mes actions de blocage. Ce calme n'a pas duré longtemps. À la mi-journée, mes parents avaient réalisé qu'ils étaient bloqués et ont commencé à appeler depuis différents numéros. J'ai refusé chaque appel. Ils ont laissé des messages vocaux allant de confus à en colère, mais je ne les ai pas écoutés au-delà de l'identification de l'appelant. Charlotte, c'est ta mère. Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais ce comportement est complètement inacceptable. Appelle-moi immédiatement. Charlotte, c'est papa. Ta mère est très contrariée. Quoi que ce soit, tu es dramatique. La voiture était un cadeau de fin d'études pour Amanda, pas une déclaration à ton sujet. Dans l'après-midi, ils avaient enrôlé des membres de la famille élargie pour me contacter en leur nom. Ma tante du côté de mon père m'a envoyé un texto disant que je brisais le cœur de ma mère et que je devais arrêter ce comportement puéril. Mon grand-père a appelé pour me dire que la famille, c'est la famille, quoi qu'il arrive. Même un cousin à qui je parlais rarement m'a envoyé un message disant que je devrais être plus compréhensif de la générosité de mes parents envers Amanda étant donné ses réalisations impressionnantes. Seule tante Judy a respecté mes limites, m'envoyant un simple message. Je t'aime. Je suis là quand tu seras prête à parler. Le bilan émotionnel de l'établissement de ces limites a été intense. J'ai développé de l'insomnie, grinçant des dents la nuit quand j'arrivais à dormir. Mon appétit a disparu et je ressentais un nœud constant d'anxiété dans mon estomac. J'ai pris une semaine de congé, disant à mon patron que j'avais une urgence familiale, ce qui n'était pas loin de la vérité. Pendant cette semaine, je me suis plongé dans la compréhension du traumatisme familial. J'ai lu des livres sur la négligence émotionnelle, sur l'impact du favoritisme sur le développement de l'enfant, sur le deuil et la guérison. J'ai rejoint un forum de soutien en ligne pour les enfants adultes de parents émotionnellement négligents, trouvant du réconfort dans des histoires si similaires aux miennes. J'ai également trouvé une thérapeute, la Dr Larson, spécialisée dans les traumatismes familiaux. Lors de notre première séance, elle m'a aidé à comprendre que mes sentiments étaient valides et que ma décision de créer des limites était saine, pas égoïste. Ce que vos parents ont fait avec ce billet de $2 était de la violence psychologique, a-t-elle dit. Non pas à cause du montant, mais à cause du message qu'il véhiculait et du schéma qu'il représentait. Il dirait que je suis trop sensible, ai-je répondu automatiquement. C'est un mécanisme de défense courant utilisé par les personnes qui ne veulent pas assumer la responsabilité d'avoir blessé les autres, a expliqué la Dr Larson. Cela vous blâme pour avoir des sentiments plutôt que de les blâmer pour leurs actions blessantes. Ces premières séances de thérapie ont été douloureuses mais clarifiantes. J'ai commencé à voir comment j'avais intériorisé le récit de mes parents à mon sujet, que j'étais moins digne, moins importante, moins méritante que mes frères et sœurs. J'ai commencé à tenir un journal documentant mon parcours émotionnel, suivant les schémas de mon propre comportement qui découlaient d'années de recherche d'une approbation qui n'est jamais venue. Ryan a été mon rock tout au long de cette période. Il m'a donné de l'espace quand j'en avais besoin, m'a réconforté quand je craquais et m'a constamment rappelé ma valeur en dehors de la définition étroite du succès de ma famille. Tu sais ce qui m'étonne, a-t-il dit un soir alors que nous préparions le dîner ensemble, environ 2 semaines après la rupture. Comment tu as réussi à devenir une personne si compatissante et créative malgré avoir grandi avec ce genre d'amour conditionnel? Cela témoigne de ta force, Charlotte. Ces mots signifiaient plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Au milieu du deuil et de l'incertitude, je commençais à redécouvrir des parties de moi-même qui avaient été réprimées dans mon effort constant pour gagner l'approbation parentale. De simples rituels quotidiens sont devenus des actes de réappropriation de soi, faire de l'art purement pour le plaisir plutôt que pour la validation, exprimer des opinions sans crainte de rejet, me permettre de prendre de la place sans m'excuser. 3 semaines après avoir coupé les ponts, j'ai ri. Vraiment ri pour la première fois.
Ryan et moi regardions une émission comique et soudain, je me suis plié en deux de rire sincère. La sensation était si libératrice, si inattendue qu'elle m'a mis les larmes aux yeux. Quoi, a demandé Ryan en souriant de ma réaction. Je viens de réaliser, ai-je dit à travers mon rire, que je ne me suis pas soucié de ce que ma mère penserait de tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Pas une seule fois. C'est libérateur. Ce petit moment a marqué un tournant. Je n'étais pas guéri. Loin de là. Mais j'avais fait les premiers pas sur un chemin vers la plénitude qui n'avait rien à voir avec l'approbation de mes parents. Un mois après avoir coupé les ponts, je suis retourné au travail avec une concentration et une créativité renouvelées qui m'ont même surprise. Sans le courant sous-jacent constant de recherche de validation de la part de mes parents, j'ai trouvé plus d'énergie pour mes propres passions et projets. Mon travail de design est devenu plus audacieux, plus innovant, et les clients l'ont remarqué. Une grande marque de vêtements de sport m'a spécifiquement demandé pour sa nouvelle campagne, citant la connexion émotionnelle authentique dans mon travail précédent. Mais le chemin n'a pas toujours été facile. Mes parents ont intensifié leur tentative de reprendre le contrôle, passant des appels téléphoniques à des interventions plus directes. Ma mère s'est présentée à mon lieu de travail, créant une scène dans la réception jusqu'à ce que la sécurité la fasse sortir. Mon père a envoyé un email prétendant que ma grand-mère était à l'hôpital et avait besoin de me voir d'urgence. Une manipulation que j'ai vérifiée comme étant fausse avec un appel rapide à tante Judy. Amanda a laissé des messages vocaux de plus en plus en colère sur le téléphone de Ryan puisqu'elle ne pouvait pas joindre le mien. « As-tu la moindre idée de ce que tu fais à nos parents ?» a-t-elle demandé dans un message. Maman peut à peine sortir du lit. Papa est distrait au travail. Tout ça parce que tu fais une sorte de crise de colère pour une blague stupide. Grandis, Charlotte. J'ai été blessée, mais pas surprise par sa réaction. Amanda avait toujours été profondément investie dans la dynamique familiale qui la plaçait au centre. Mon retrait menaçait cette structure et soulevait des questions inconfortables qu'elle n'était pas prête à se poser. Ethan, étonnamment, a été le seul membre de la famille immédiate à montrer une certaine compréhension. 3 semaines après ma période de non-contact, il a envoyé un bref email à mon adresse professionnelle. Je comprends, plus que tu ne le penses. Ce qu'ils ont fait n'était pas bien. Prends l'espace dont tu as besoin. Je suis là si tu veux parler. Sans pression. Je n'ai pas répondu immédiatement, mais son message m'a donné l'espoir qu'au moins une relation familiale pourrait être sauvée à terme. Au fil des semaines qui se sont transformées en mois, j'ai développé de nouvelles amitiés et renforcé celles qui existaient, construisant un cercle de relations de soutien basé sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Ma collègue Zoé est devenue une amie proche après que nous ayons collaboré sur un projet difficile. Contrairement à la dynamique de ma famille, notre amitié était équilibrée. Nous célébrions les succès de l'autre sans compétition ni mépris. J'ai également renoué avec d'anciennes amies de l'école d'art que j'avais quelque peu négligées pendant des années à essayer de maintenir mes relations familiales. Elles m'ont accueilli sans jugement, et je me suis surprise à apprécier de longues conversations sur la créativité et la croissance personnelle qui nourrissaient mon esprit. 3 mois après mon voyage sans contact, Ryan et moi avons décidé de déménager dans un appartement plus grand à Cambridge. Le processus de création d'un nouveau foyer sans aucun lien avec ma famille semblait symbolique, un nouveau départ dans un espace que je pouvais entièrement définir. Je l'ai rempli d'art, de couleurs et de confort, créant la chaleur que j'avais toujours désirée mais rarement ressentie dans la maison parfaitement décorée mais émotionnellement froide de mes parents. 6 mois après l'incident de la fête de remise des diplômes, j'ai reçu une lettre recommandée d'un avocat représentant mes parents. Ils exigeaient le retour des héritages familiaux en ma possession, y compris le miroir antique de ma grand-mère qui se trouvait dans mon appartement depuis des années, un cadeau qu'elle m'avait fait directement avant son décès. J'ai apporté la lettre à ma séance de thérapie, les mains tremblant de colère et de peine. C'est une question de contrôle, a déclaré la docteure Larson après l'avoir lu. Ils ne peuvent plus vous contrôler directement, alors ils essaient d'utiliser des moyens légaux pour forcer le contact. Avec ces conseils et une brève consultation avec un avocat en droit de la famille, j'ai préparé une réponse. J'ai rendu quelques objets qui avaient été clairement prêtés plutôt que donnés, mais j'ai tenu bon pour garder les cadeaux qui étaient légitimement les miens. Le miroir est resté avec moi, un lien avec la seule grand-mère qui m'avait vu et apprécié pour ce que j'étais réellement. À l'occasion du premier anniversaire de ma décision de couper les ponts, j'avais bâti une vie qui semblait authentique et nourrissante. Ma carrière de designer était florissante. J'avais été présenté dans une publication majeure de l'industrie comme une étoile montante du design publicitaire.
Ma relation avec Ryan s'était approfondie à travers les défis que nous avions surmontés ensemble. Ma thérapie progressait, m'aidant à démêler les schémas de complaisance et de doute de soi qui m'avaient été inculqués depuis l'enfance. Pour marquer l'anniversaire, j'ai ouvert et lu la lettre que j'avais écrite la nuit de ma décision. La lettre que je n'avais jamais envoyée à mes parents. Certaines parties m'ont fait pleurer, reconnaissant la douleur brute dans laquelle je me trouvais. D'autres parties m'ont rendu fier de la clarté que j'avais eue même à ce moment difficile. J'ai décidé d'écrire une nouvelle lettre, celle-ci, à mon futur moi, documentant ma croissance et fixant des intentions pour une guérison continue. À cette époque, j'ai reçu une lettre inattendue d'Amanda. Contrairement à ses précédents messages de colère, celui-ci montrait les premières lueurs d'introspection. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé l'année dernière, écrivait-elle. Bien que je pense toujours que couper les ponts était extrême, j'ai commencé à voir des schémas que je n'avais pas remarqués auparavant. Papa et maman te traitent différemment. J'ai bénéficié de ce traitement, donc je ne l'ai jamais remis en question. Je ne dis pas que je comprends entièrement ta décision, mais je respecte le fait que tu aies eu besoin de la prendre. Si jamais tu veux parler, je suis ouverte à écouter mieux que je ne l'ai fait par le passé. Cette lettre représentait la première fissure dans le récit familial à mon sujet, me qualifiant de trop sensible ou dramatique. J'ai répondu prudemment, la remerciant de m'avoir contacté, mais en maintenant mes limites avec nos parents. Cela a ouvert une ligne de communication timide qui, bien que pas proche, était plus honnête que notre relation ne l'avait jamais été. Ethan et moi avions déjà établi un contact occasionnel par email. Maintenant âgé de 23 ans et terminant son diplôme en commerce, il m'a confié qu'il avait commencé une thérapie aussi. Être le Golden Boy n'est pas aussi génial que ça en a l'air de l'extérieur, écrivait-il. Il y a tellement de pression pour être ce qu'ils veulent. J'essaie de comprendre qui je suis vraiment en dessous de tout ça. Mes parents, cependant, sont restés inchangés. Ils ont continué à nier toute faute, insistant par divers canaux que je réagissais de manière excessive à une blague inoffensive et que je déchirais la famille avec mon égoïsme. Ils n'ont jamais reconnu le schéma de comportement que le billet de $2 n'avait fait que symboliser. 2 ans après avoir établi le non-contact, ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. J'avais lancé ma propre agence de design graphique, spécialisée dans le rebranding pour les entreprises souhaitant une présence plus authentique sur le marché. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais essentiellement rebrandé ma propre vie, me débarrassant de l'identité de l'enfant du milieu oublié et embrassant mon moi authentique. Ryan m'a demandé en mariage le 2e anniversaire de ma décision de couper les ponts, comprenant l'importance de récupérer cette date pour quelque chose de joyeux. En planifiant notre petit mariage intime, nous avons pris la décision de ne pas inviter mes parents. « Es-tu sûr ?» a demandé Ryan, voulant être certain que je ne le regretterais pas. « Je suis sûr », ai-je dit, me sentant paisible plutôt qu'en colère à propos de la décision. Notre mariage devrait être rempli de personnes qui nous soutiennent sincèrement dans notre relation. Amanda et Ethan ont tous deux été invités avec des limites claires établies sur le fait de ne pas discuter de nos parents ou de les amener comme invités. Amanda a décliné, incapable de naviguer dans la dynamique familiale complexe, mais a envoyé un gentil cadeau. Ethan a assisté, amenant sa nouvelle petite amie qui ne savait rien de nos parents et n'avait donc aucune attente à gérer. À la place de la famille traditionnelle, je me suis entouré d'une famille choisie, d'amis qui m'avaient soutenu, de mentors qui m'avaient guidé, et bien sûr, de tante Judy, qui a fièrement assumé le rôle que ma mère aurait traditionnellement joué. Le billet de $2 est resté encadré dans mon bureau, non pas comme un rappel de la douleur, mais comme un symbole de mon parcours. En dessous, j'ai ajouté une petite plaque, le prix d'entrée était trop élevé. Le coût de partir en valait la peine. Au fur et à mesure que mon entreprise se développait, j'ai commencé à travailler avec une organisation à but non lucratif qui soutenait les jeunes artistes issus de milieux défavorisés, offrant du mentorat et des conseils professionnels. Beaucoup de ces jeunes venaient de familles qui ne valorisaient pas leurs dons créatifs. Et j'ai reconnu en eux la même faim de validation que j'avais ressentie. Je ne pouvais pas changer leur situation familiale, mais je pouvais offrir l'encouragement et la reconnaissance que j'avais tant désiré à leur âge. Le succès est la meilleure vengeance, dit le vieil adage. Mais j'ai découvert quelque chose de différent. La guérison est la meilleure vengeance. Créer une vie d'authenticité et de joie malgré ceux qui ont essayé de me diminuer est devenu ma plus grande réussite. 4 ans après l'incident de la BMW et des $2, mon studio de design était passé à une équipe de 5 personnes, tous des artistes aux perspectives uniques que les agences traditionnelles négligeaient souvent.
Nous avons remporté des prix pour des campagnes qui mettaient en avant des histoires humaines authentiques, et j'ai développé une réputation de leader qui valorisait l'intelligence émotionnelle autant que le talent créatif. Ma relation avec mes frères et sœurs a continué d'évoluer de manière inattendue. Amanda, maintenant établie dans sa carrière médicale, a connu sa propre prise de conscience après la naissance de son premier enfant. Je n'arrête pas de penser à la façon dont je la traiterai si elle ne veut pas devenir médecin, m'a-t-elle confié lors de l'un de nos cafés trimestriels. Cela me fait regarder notre enfance différemment. En l'aidant à emménager dans sa nouvelle maison, une offrande de paix que j'avais prudemment acceptée, je suis tombé sur une boîte de vieux objets de famille, y compris le nœud rouge de sa BMW. La vue de celui-ci aurait pu autrefois déclencher de la douleur, mais maintenant je pouvais le regarder avec une sorte de compassion détachée. « Tu te souviens de ça ?» ai-je demandé en brandissant le nœud délavé. Amanda a semblé mal à l'aise. « Oui. Je me souviens aussi de ce qu'ils t'ont donné ce jour-là. » J'aurais dû dire quelque chose. « Tu étais prise dans la même dynamique que moi, » ai-je dit, me surprenant de la pardon dans ma voix, juste sous un autre angle. Cette conversation a mené à une discussion plus profonde sur nos blessures d'enfance communes. Comment le statut d'enfant prodige d'Amanda avait été sa propre sorte de cage. Comment mon invisibilité avait été douloureuse mais finalement libératrice. Pour la première fois, nous nous sommes vus comme des alliés qui avaient survécu au même système dysfonctionnel plutôt que comme des concurrentes pour l'amour parental. La réaction de mes parents à mon succès a été complexe. Par le biais de la famille, j'ai entendu dire qu'ils alternaient entre s'attribuer le mérite de ma forte éthique de travail et rejeter mes réalisations comme juste dessiner des images pour des entreprises. Ils n'ont jamais directement reconnu le mal qu'ils avaient causé ni fait de véritables tentatives pour respecter mes limites. Mais leur opinion ne définissait plus ma valeur. J'avais découvert que la validation, lorsqu'elle est constamment recherchée auprès de ceux qui ne veulent pas la donner, devient un poison. L'antidote n'était pas de gagner enfin leur approbation, mais de réaliser que je n'en avais jamais eu besoin pour commencer. Dans les moments calmes de réflexion, je me demandais parfois ce qui se serait passé si j'avais continué dans l'ancien schéma, acceptant les miettes d'attention, trouvant des excuses pour leur comportement, me diminuant pour m'adapter à leur récit. La seule pensée me semblait étouffante maintenant que j'avais expérimenté la liberté de vivre authentiquement. La lettre que j'avais écrite à mon jeune moi dans ses premiers jours de séparation est devenue un document précieux que je revisitais occasionnellement face à de nouveaux défis. Chère Charlotte, tu es digne d'un amour qui ne fait pas de mal. Tu as le droit de prendre de la place. Ta créativité n'est pas un lot de consolation pour ne pas être quelqu'un d'autre. C'est ton plus grand don. La famille dans laquelle tu es né ne verra peut-être jamais ta vraie valeur, mais cela ne la diminue pas. Tu n'es pas trop sensible. On attendait juste de toi que tu acceptes un traitement que personne ne devrait endurer. Le jour viendra où tu ne mesureras plus ta valeur à leur approbation. Ce jour est le début de ta vraie vie. Ce jour était en effet arrivé, et avec lui une paix que je n'aurais jamais cru possible. Le billet de $2, ce petit morceau de papier insignifiant qui avait symbolisé des années de douleur, avait finalement été la clé de ma liberté. Le voyage de cette fête de remise des diplômes douloureuse à la vie que je mène maintenant n'a pas été linéaire. La guérison l'est rarement. Il y a eu des jours où j'ai douté de ma décision. Des nuits où j'ai pleuré pour les liens familiaux que la plupart des gens tiennent pour acquis. Des moments où j'ai failli tendre la main juste pour mettre fin à la rupture. Mais chaque fois que j'ai traversé ces tempêtes, j'en suis sorti plus forte, plus certaine de mon chemin. 4 ans après avoir coupé les ponts avec mes parents, ma relation avec mes frères et sœurs a évolué d'une manière que je n'aurais jamais attendue. Amanda, maintenant âgée de 34 ans et établie dans sa pratique de cardiologie, m'a contacté après la naissance de sa fille, Lucie. La maternité m'a changé, a-t-elle avoué lors de l'un de nos cafés respectueux des limites. Je regarde Lucie et je ne peux pas imaginer la traiter comme nos parents t'ont traité. La pensée qu'elle puisse se sentir mal aimée ou inférieure me rend physiquement malade. Cette reconnaissance de la part de l'enfant prodige qui avait le plus bénéficié des dynamiques dysfonctionnelles de notre famille signifiait plus qu'Amanda ne pouvait l'imaginer. Elle a validé mon expérience d'une manière que mes parents n'avaient jamais fait. Notre relation ne sera jamais le lien sororal étroit dépeint dans les films, mais nous avons développé un respect et une compréhension mutuelle qui permettent une connexion authentique. Quand Amanda m'a invité à la première fête d'anniversaire de Lucie, elle a clairement indiqué que nos parents ne seraient pas là pendant ma visite, une limite qu'elle maintient maintenant en mon nom. Ils ne comprennent pas pourquoi je prends ton parti, m'a-t-elle dit. Ils insistent toujours sur le fait qu'ils n'ont rien fait de mal. Ça ne me surprend pas, ai-je répondu sans amertume.
Leur incapacité à reconnaître le mal est la raison pour laquelle j'ai dû m'éloigner. Ethan, maintenant âgé de 26 ans, a subi sa propre transformation. Après avoir obtenu son diplôme en commerce, il a choqué nos parents en refusant un poste dans le cabinet d'investissement d'un ami de mon père pour poursuivre une carrière dans la gestion sportive, sa véritable passion. Cet écart par rapport au chemin prescrit a créé des frictions avec nos parents, lui donnant un avant-goût de la désapprobation avec laquelle j'avais vécu pendant des années. Je comprends maintenant, m'a-t-il dit lors de l'un de nos appels téléphoniques mensuels. Les critiques constantes, les commentaires passifs-agressifs, la façon dont ils retiennent leur approbation à moins que tu ne fasses exactement ce qu'ils veulent. Comment as-tu supporté ça si longtemps? Je ne connaissais rien d'autre, ai-je répondu honnêtement. Jusqu'à ce que je le fasse. Ethan maintient le contact avec nos parents, mais a établi des limites fermes sur sa carrière et ses choix personnels. Il me rend visite régulièrement, à moi et à Ryan, apportant une légèreté et un humour à notre foyer qui guérissent de vieilles blessures. Nous trois, Ethan, Amanda et moi, nous nous rencontrons de temps en temps sans nos parents, créant de nouvelles relations fraternelles adultes basées sur le choix plutôt que sur l'obligation. La réponse de mes parents à mon succès a été prévisiblement contradictoire. Lorsque mon studio de design a remporté un prix national de la publicité, ils ont envoyé une carte de félicitations générique qui ne faisait aucune référence à notre rupture, comme si nous étions simplement des parents occupés qui ne s'étaient pas vus depuis un moment. Quand Ryan et moi avons acheté notre première maison, une belle victorienne à Cambridge que nous avons restaurée avec amour, ils ont envoyé un cadeau de pendaison de crémaillère, un vase cher mais impersonnel avec une note disant qu'ils aimeraient nous rendre visite un jour. Ces gestes démontrent leur incapacité continue à reconnaître les vrais problèmes. Ils veulent avoir accès à ma vie sans aborder le mal qu'ils ont causé, s'attendant à ce que je passe simplement à autre chose sans la responsabilité et les changements nécessaires à une véritable réconciliation. Par des connaissances communes, j'ai entendu dire qu'ils avaient réécrit notre histoire familiale pour expliquer mon absence. À certains, ils se présentent comme des victimes déconcertées d'une fille ingrate qui les a coupés pour rien. À d'autres, en particulier lorsque mes succès professionnels deviennent connus dans leur cercle, ils s'attribuent le mérite de mes gènes créatifs et de ma forte éthique de travail. Aucun de ces récits ne reconnaît la vérité que des années de négligence émotionnelle et de favoritisme évident ont culminé avec ce moment du billet de $2, montrant clairement qu'aucune de mes réalisations ne mériterait jamais la célébration librement accordée à mes frères et sœurs. Le billet de $2 reste encadré dans mon bureau à domicile. Ce qui autrefois me faisait mal représente maintenant la libération. À côté, est accroché le premier grand prix de mon studio, mon certificat de la Harvard Business School du programme d'entrepreneuriat que j'ai terminé l'année dernière, et des photos de la communauté créative florissante que j'ai aidé à construire. Mon studio de design emploie maintenant 7 autres artistes, dont beaucoup viennent de milieux où leurs talents créatifs ont été rejetés ou dévalorisés. Nous sommes spécialisés dans les campagnes de narration authentique pour les clients qui souhaitent créer des liens significatifs avec leur public. L'ironie ne m'échappe pas que mon succès a grandi à partir des traits mêmes que mes parents rejetaient comme étant peu pratiques. Ryan et moi sommes mariés depuis 2 ans maintenant, construisant une relation basée sur le respect mutuel et un soutien sincère. Contrairement au mariage de mes parents, qui a toujours semblé plus à un partenariat commercial axé sur le maintien des apparences, le nôtre est un véritable partenariat d'ego. Nous créons un nouveau modèle familial, a dit récemment Ryan alors que nous discutions de la possibilité d'avoir des enfants. Si nous avons des enfants, ils ne se demanderont jamais s'ils sont aimés ou valorisés. La pensée de la parentalité déclenche encore des émotions complexes en moi. Grâce à la thérapie, j'ai surmonté ma peur de recréer inconsciemment des schémas nuisibles, gagnant en confiance que la conscience est la prévention la plus forte. La Dr Larson, ma thérapeute depuis 4 ans, m'a aidé à comprendre que ma sensibilité, autrefois présentée comme une faiblesse par ma famille, est en fait une force qui ferait de moi une parente empathique et attentive. Mon parcours de guérison s'est étendu au-delà de la croissance personnelle pour avoir un impact sur la communauté. Le programme de mentorat à but non lucratif que j'ai lancé pour les jeunes artistes issus de milieux peu favorables s'est transformé en une fondation formelle offrant non seulement des conseils créatifs mais aussi un soutien émotionnel aux jeunes qui naviguent des dynamiques familiales similaires à ce que j'ai vécu. Vous m'avez montré que mon art n'est pas juste un passe-temps, m'a récemment dit une mentorée de 18 ans. Vous avez été le premier adulte à voir une réelle valeur dans la façon dont je m'exprime. Ces mots m'ont puissamment rappelé Madame Gonzalez, mon professeur d'art au lycée, qui avait été la première à vraiment voir mon potentiel quand mes parents ne le pouvaient pas. Le cercle de soutien continue, la guérison s'étendant au-delà de ma propre histoire. Récemment,
En aidant Amanda à trier de vieilles photos de famille pour l'album de naissance de Lucie, nous sommes tombés sur le nœud rouge de son cadeau de fin d'études BMW. La vue de celui-ci aurait pu autrefois déclencher de la douleur, mais maintenant je pouvais le regarder avec une sorte de compassion détachée. J'étais tellement prise par ma propre réussite ce jour-là que je n'ai pas vu ce qu'il te faisait, a dit Amanda en tenant le nœud délavé. Je suis désolée, Charlotte. Nous jouions toutes les deux les rôles qui nous avaient été assignés, ai-je répondu. Tu n'as pas créé la dynamique. Non, mais j'en ai profité, a-t-elle reconnu. Et je ne l'ai jamais remise en question jusqu'à ce que tu aies le courage de partir. Cette conversation avec Amanda a cristallisé quelque chose d'important. Ma décision de partir ne m'avait pas seulement libéré. Elle avait créé des ondulations qui ont permis à d'autres de remettre en question des schémas malsains aussi. Le courage d'Ethan de poursuivre ses véritables passions, les choix parentaux plus conscients d'Amanda, et même la réévaluation de leur propre relation par certains membres de la famille élargie, tout cela a été, dans une faible mesure, influencé par mon refus de continuer à accepter l'inacceptable. Le billet de $2 qui était censé me rappeler ma place dans la hiérarchie familiale est plutôt devenu le catalyseur de la récupération de ma valeur. Le cadeau qui était censé être une blague est devenu la clé de ma libération. Je me demande parfois si mes parents réfléchissent vraiment à ce qu'ils ont perdu. Non seulement l'accès à ma vie, mais l'occasion de connaître la personne que je suis devenue, de célébrer mes véritables accomplissements, de faire partie d'une relation adulte saine avec leur fille. Je me demande s'ils établissent un jour un lien entre leur comportement à cette fête de remise des diplômes et mon absence de leur vie. Je soupçonne que non. Les gens changent rarement sans la motivation de conséquences significatives combinées à une profonde introspection. Et mes parents ont montré peu de capacité pour cette dernière. Mais ma guérison ne dépend pas de leur reconnaissance. C'est la liberté la plus profonde que j'ai découverte. Que je n'ai plus besoin qu'ils valident mon expérience ou affirment ma valeur. Je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai construit. Je connais le chemin que j'ai parcouru, de cette jeune femme blessée serrant un billet de $2 à l'adulte confiante et accomplie que je suis aujourd'hui. Si mon histoire a résonné en vous, veuillez partager vos propres expériences dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur la recherche de la force après un traumatisme familial. Rappelez-vous que parfois, partir n'est pas abandonner. C'est le premier pas vers la vie que vous méritez. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que sa valeur n'est pas déterminée par une famille qui ne peut pas l'avoir. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et rappelez-vous, le prix d'entrée dans des relations toxiques est toujours trop élevé.